L'actualité, évidemment, c'est la contestation contre la réforme des retraites et les violences qui en découlent avec ces dernières 24 heures. Des faits assez marquants. Donc, la permanence d'Éric Ciotti à Nice a été vandalisée. On pourrait citer celle de Guillaume Gouffier-Cha, qui est lui aussi élu Renaissance, tout comme Brigitte Klinkert, ancienne ministre, élue Renaissance également. La sénatrice Amel Gacquer, qui est membre de l'Union centriste. Toutes ces permanences ont été taguées, abîmées, etc., etc. Je pourrais vous citer le député Carl Olive, qui est venu aujourd'hui chez RMC accompagné de protection policière. Je pourrais également vous faire part du message d'Agnès Evren sur les réseaux sociaux. On va le voir. Elle publie une des menaces de mort qu'elle reçoit. Alain Duhamel, il y a un contexte, un climat, c'est sûr, qui est délétère, qui est manifestement violent. Et il y a surtout, on a l'impression, un passage à la violence, à l'action violente ces dernières heures. Bon, alors, il y a plusieurs formes de violence en ce moment. Il y a une violence verbale, heureusement jusqu'à présent, à l'Assemblée nationale, mais que moi je n'ai pas connue, alors que j'ai vu toutes les... Franchement, depuis 1958, j'ai tout vu. Et jamais ça a été de ce genre, avec quand même à certains moments des mots qui étaient durs, assassin, etc. Bon, il y a ça. Il y a... Qui venait du camp de Manuel Bompard. Oui, mais je veux dire, ça serait venu d'un autre camp, c'était aussi répréhensible. La semaine dernière, il y avait d'un côté les Insoumis qui gesticulaient et qui criaient, il y avait de l'autre côté le Rassemblement national qui frénétiquement tapait devant eux, enfin n'importe comment. Bon, c'était lamentable. Mais ce qui est pire, je pense, c'est ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, ce qui, pour le coup, au début de la Ve République, ne jouait pas. Sous les réseaux sociaux, il y a un déferlement, non seulement d'appel à la violence, mais de haine viscérale, qui, là, ne vient pas des partis politiques. Ça ne vient pas des élus. Ça vient d'électeurs, ça vient de groupes, etc. Et puis, on voit aussi, ça m'a frappé plusieurs fois, à Lyon, à Nantes, à Rennes, etc., des petits groupes qui ne relèvent pas des partis, qui sont des petits groupes extrémistes, certains qui sont d'extrême gauche, d'autres, par exemple à Lyon ou à Bordeaux, qui sont visiblement d'extrême droite, et pour qui la violence est un moyen d'expression naturelle. Est-ce que vous faites le lien entre toutes ces choses-là, toutes c'est un ces climat. occurrences? De toute façon, depuis les Gilets jaunes, il y a dans l'atmosphère, bon, la France n'a jamais été un pays paisible, n'a jamais été un pays uni, sauf vraiment des cas exceptionnels. Bon, après tout, on a eu 15 constitutions en un siècle et demi, ce qui veut dire que 14 fois, on a renvoyé des régimes. Donc, ça n'est pas doux, la France, pas un doux pays. Bon, mais je trouve que depuis les Gilets jaunes, il y a une espèce de retour de la haine, alors que ça s'était quand même plutôt estompé, malgré les changements de majorité, les oppositions, dans les 20 années précédentes. Et là... je trouve que ça prend des proportions qui sont assez alarmantes. Manuel Bompard, première prise de parole, et Alain Duhamel a déjà pointé le comportement de la France insoumise dans l'hémicycle. Mais pas seulement. D'abord, je ne veux pas mettre en cause sa mémoire, mais Monsieur Duhamel, je pense que vous réécrivez un petit peu l'histoire quand vous dites que ce qui s'est passé ces derniers mois à l'Assemblée nationale est inédit. Le mot assassin, par exemple... Oui, mais même depuis 1958, le mot assassin, par exemple, a déjà été prononcé par des députés de droite à l'époque du débat sur le mariage pour tous. Oui, absolument. Ça date pas il y a quelques semaines. Absolument. Il y a eu des scènes, il y a eu des moments dans l'histoire de l'Assemblée nationale beaucoup plus violents, à mon avis, que ce qui s'est passé ces derniers temps. Pas sous la cinquième. Bah, quand M. Accoyer, qui était président de l'Assemblée nationale à l'époque, a été obligé de courir dans les couloirs pour aller se réfugier dans ses appartements, parce qu'il y avait des gens qui nous couraient derrière. Heureusement, on n'en est pas arrivé là. Alors, pardonnez-moi, je suis obligé de vous interrompre, mais pour une raison technique. On a un problème de son, donc on va tout faire en direct. C'est le direct, on va gérer ça. On va faire rentrer. Voilà, il suffit de lever un micro, hop, on baisse l'autre. Comme ça dure 10 secondes et c'est réglé. Et merci beaucoup d'être intervenu aussi rapidement. Merci beaucoup. Je vous en prie pour nous avoir interrompu. Non, je vous disais, il me semble que voilà, dans l'histoire de l'Assemblée nationale, il y a déjà eu des moments durs. En 47. Mais en 47, c'était le cas, effectivement, mais même plus récemment. De la guerre froide, à ce moment-là. Je veux donner l'exemple de M. Accoyer qui a été obligé de courir à l'époque dans les couloirs de l'Assemblée nationale pour aller se réfugier. Mais je suis d'accord avec vous, ça a été très dur au moment du mariage pour tous, ça a été encore plus dur quand il s'agissait de l'avortement, mais ça n'était pas que ça tout le temps avec cette intensité. Mais d'ailleurs, il y a une raison quand même qui est factuelle, qui est que jamais il y a eu
deux oppositions aussi fortes, aussi contradictoires, avec au milieu une majorité aussi étroite. Ça, c'est un fait. Vous êtes d'accord? Je pense qu'il y a une situation particulière, spécifique dans cette mandature, qui est le fait d'abord que le président de la République ne dispose pas de majorité absolue, que les votes sont très serrés. Il y a eu des votes qui ont été perdus parfois à une voix, dans une direction ou dans l'autre. Et ça, clairement, ça crée du suspense, ça crée de la tension. Mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, même parfois si ça peut être vindicatif, même si ça peut être des mots durs, je pense que ça a aussi un rôle de catharsis, entre guillemets, de la violence qui peut exister dans la société. Ça peut l'exciter, au contraire. Je ne le crois pas. Moi, je pense qu'au contraire, si elle a des canaux pour s'exprimer, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, il y a un deuxième sujet, qu'est-ce qui se passe dans le pays en ce moment. Et là, il faut quand même dire les choses franchement. On avait prévenu. Les organisations syndicales avaient dit attention, vous êtes face à une mobilisation sociale qui est la plus puissante dans ce pays depuis 50 ans. Si on en croit les chiffres de la police comme les chiffres des organisations syndicales, et vous avez un pouvoir qui n'écoute rien et qui ne bouge pas. Et donc, même si je le regrette, parce que personnellement, j'ai toujours considéré que la violence n'était pas l'outil pour gagner, je suis obligé de dire que le pouvoir a coupé tous les canaux qui permettent à la colère de s'exprimer d'un point de vue démocratique. Avec aujourd'hui une peur. Alors, vous nous direz d'ailleurs si vous vous sentez concerné, mais je vous parlais de Carl Olive qui est donc venue sous protection. Je vous propose d'écouter Frédérique Meunier. Elle est élue des Républicains. Voilà ce qu'elle dit de ce qu'elle ressent aujourd'hui. Oui. On a l'impression que demain, ils vont nous décapiter. C'est terrible, quoi. On a un vrai stress. On ne peut plus s'exprimer, on ne peut plus rien dire, parce qu'on se dit qui va être menacé demain, qui va être caillassé demain, et pourquoi ne vont-ils pas s'en prendre à notre famille, pourquoi ça ne va pas dégrader dans tous les sens. Il faut que les gens le sachent. C'est terrible. On ne peut plus aujourd'hui s'exprimer dans notre pays. Alain Duhamel, ces mots, ils sont très très forts. Cette élue, elle dit, on a l'impression qu'ils vont nous décapiter, on ne peut plus s'exprimer. Alors, qu'en tout cas, on ne peut pas contester dans la montée de la violence, c'est la violence contre les élus. De toute tendance, d'ailleurs. Il y a eu des insoumis qui ont été menacés, des élus insoumis. Ça fait longtemps que ça ne s'était pas produit. En tout cas, ça ne s'était évidemment pas produit dans ces proportions-là. Parce que maintenant, ce qui change tout, ce sont les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça permet à n'importe qui d'exalter de la haine, de l'intolérance, de l'appel à la violence, enfin n'importe quoi. Ça, c'est un phénomène qui n'a pas existé tout au long de la Ve République et a fortiori pas avant. Et ça crée ça... je pense que ça pèse sur le climat. Bon, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est qu'il est évident que la façon dont les choses se sont passées avec la réforme des retraites, ça crée un terrain. Ça, on ne peut pas dire le contraire, ce serait idiot de le faire. Je suis moins d'accord sur le fait que le gouvernement n'ait pas bougé. Je ne suis pas pour cette réforme, je l'ai dit 1000 fois, donc je ne suis pas suspect. Mais vous pensez ce que vous voulez, M. Duhamel. Bien sûr que je pense ce que je veux, et vous aussi. Mais ce que je veux dire, c'est pour que ceux qui nous écoutent n'aient pas d'ambiguïté là-dessus. Je pense qu'il faut être clair. Mais depuis septembre, il y a eu un certain nombre de modifications qui ont été, passées de 65 à 64 ans. On ne peut pas dire que ça n'est pas une modification. On reviendra sur le fond, pardonnez-moi, de ce qui a bougé ou ce qui n'a pas bougé. C'est important, le fond. Oui, non, mais c'est très, très important. Mais l'autre sujet l'est aussi. Est-ce que vous vous sentez en danger parfois, Manuel Bompard ? Ce qui m'émeut un peu, j'ai envie de dire, dans ce qui est en train de se passer ces derniers jours, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font mine de découvrir que les élus reçoivent des insultes sur les réseaux sociaux. Depuis mon élection, j'en reçois quotidiennement. Qu'il y a des gens qui font mine de découvrir qu'il y a des permanences de parlementaires qui sont agressés. Ma collègue, par exemple, pour vous donner un exemple, Catherine Couturier, qui est députée de la Creuse, et il y a 2 mois de ça, a vu sa permanence murée sans que personne ne s'en soit ému à l'époque. Donc oui, malheureusement, ça existe. Sans doute que les réseaux sociaux l'exacerbent. Je suis plutôt d'accord avec ce diagnostic, mais je pense que si on en reste à cette analyse-là, on manque le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est qu'on a un système démocratique qui, à mon avis, est à bout de souffle, qu'on a une 5e République qui, à mon avis, est en plein effondrement, qu'on a des gens qui ne se retrouvent plus dans les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, qu'on a l'impression que leur parole, elle n'est pas entendue, qu'on a l'impression qu'on ne tient pas compte de ce qu'ils pensent, et malheureusement, ça peut conduire à l'idée que on va insulter, on va mépriser, etc. Je pense qu'il ne faut pas louper cette partie-là de l'analyse. Oui, peut-être qu'on y reviendra, on reviendra aux institutions, mais alors, donc, dans la situation présente, pardonnez-moi Alain, mais qui est responsable alors ? Et qui peut être tenu responsable de ce qui se passe là en ce moment ?
moi, ma thèse, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est qu'on n'est pas dans une crise institutionnelle, qu'on est à la fois dans une crise politique et dans une crise de société. Et ce que je crois, c'est que les Gilets jaunes, est-ce que ça a exprimé, et exprimé à la surprise de beaucoup de gens, dont moi d'ailleurs, mais ce que ça a exprimé, et aussi ce qu'on a découvert au passage, qu'on ne savait pas, plus le Covid et le traumatisme social que ça a provoqué. Un traumatisme tellement fort qu'il y a encore presque un tiers des gens qui se considèrent comme en situation anormale et qu'on a bien vu que les rapports entre les Français et le travail ont changé depuis le Covid. Donc c'est pas simplement quelque chose, c'est pas saisonnier, c'est pas superficiel. C'est pour ça que je dis, on est au bord d'une vraie crise de société. Et alors qu'il y a un scepticisme général vis-à-vis du système politique, oui, moi je pense que ce ne sont pas les institutions. Après tout, on n'a jamais sous la Ve République eu un Parlement une Assemblée nationale plutôt, aussi représentative des différentes sensibilités, de façon aussi équitable et avec la possibilité de discuter. Les gens ne peuvent pas dire il n'y a personne qui me ressemble à l'Assemblée, comme c'était le cas avant. Maintenant, alors je ne sais pas si ça durera, mais maintenant, je veux dire, les gens peuvent se sentir, s'ils veulent, représentés, mais en réalité, il y a, je crois, un scepticisme, une défiance et même un rejet, sans doute, alors, ça n'est pas exprimé de façon explicite ou encore moins totalement rationnelle, mais vis-à-vis de l'évolution générale de la société. Je pense que les Français n'aiment pas la société qui se dessine chez eux. Et je veux dire, dans notre pays. Alors, qu'est-ce qui a été l'étincelle ? Je vous donne la parole dans un instant, Monsieur Bompard. Je voudrais vous montrer cette image, c'est en direct, le musée des Beaux-Arts à Lyon. On vous a montré il y a quelques instants la permanence d'Éric Ciotti à Nice. Ce qui se passe là à Lyon, il y a 500 personnes, en gros, nous disent les équipes de BFM Lyon sur place. Il y a des mobilisations un peu partout depuis jeudi et l'utilisation du 49.3. C'est ça pour vous qui met ces gens dans la rue ? C'est ça qui est responsable de cette colère ou l'étincelle de la sédimentation expliquée par Alain Duhamel il y a quelques instants ? Non, mais je crois que l'utilisation de l'article 49.3 jeudi a joué comme un déclencheur, quelque chose qui a fait sortir dans la rue des gens qui sans doute sont mobilisés depuis un certain nombre de semaines et de mois, qui le faisaient dans un cadre qui était un cadre des manifestations à l'appel des organisations syndicales qui étaient très puissantes. Et là, ils se sont dit, mais en plus, ils ont l'intention vraiment de passer en force. Et donc, je pense que ça a déclenché une vague de colère et d'indignation qui, quand même, faut le dire, parce que moi j'ai dit ce que je pensais sur les permanences attaquées, etc. J'ai dit que je pensais que c'était pas la solution. Donc, mais quand alors même, vous le condamnez clairement. Mais je l'ai toujours dit. Mais disons franchement les choses. La grande partie, l'essentiel des manifestations, y compris des manifestations spontanées qui ont lieu depuis jeudi, se déroule comme a l'air de se dérouler cette manifestation dans le calme, avec des gens qui viennent pour exprimer leur indignation, qui le font sur des places. Parfois il y a même des rassemblements devant les permanences qui se passent sans violence, et ça c'est pas interdit. Et la question, oui, Monsieur Bompard, c'est de savoir comment ça va évoluer, parce que vous avez dit vous-même tout à l'heure, nous avons prévenu que ça pouvait dégénérer, les syndicats ont prévenu. En plus, il risque d'y avoir, si j'ose dire, une troisième couche. La première, c'était l'annonce de la réforme. La deuxième, c'était le 49.3. La troisième, c'est si les motions de censure sont rejetées, donc si la loi est promulguée la semaine prochaine, il risque d'y avoir, disons, la cristallisation de colère, de rejet, de refus, etc. Et je pense que les semaines qui viennent vont être de ce point de vue agités. Jusqu'à présent, je suis totalement d'accord, les syndicats ont été très corrects dans la mesure où ils ont organisé des manifestations, organisé des grèves qui ont moins bien marché que les manifestations d'ailleurs, pour des raisons essentiellement financières. Quel secteur ? Non, mais pour des raisons essentiellement financières. Oui, mais ça dépend dans quel secteur. Bon, oui, non, mais bien sûr, ça dépend des secteurs. Mais enfin, autant on peut dire que les manifestations ont rassemblé beaucoup de monde, et l'essentiel est que ces manifestations ont été ordonnées, ont été pas paisibles, mais ont été comme doivent l'être une manifestation. Dans les semaines qui viennent, je pense qu'il y a des risques qui seront des risques de groupes forcément minoritaires, mais qui peuvent faire des dégâts et il peut y avoir des affrontements. Et ce que je redoute, c'est qu'on retrouve ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire une brutalité réciproque entre la police et une minorité de manifestants décidés à en découdre. Et que ça,
dans un pays comme la France, qui en plus est assez éruptif quand même, on ne sait pas sur quoi ça débouche. Donc je pense qu'il va y avoir des mauvaises semaines. Monsieur Duhamel, c'est là où je pense que quand même le pouvoir actuel a une responsabilité sur ce qui va se passer. Vous le savez, quel que soit ce qu'on pense d'une réforme, je sais pas vous, je pense que j'ai besoin de faire cette démonstration. Gouverner, c'est un art, c'est pas juste une formalité administrative. C'est pas parce que j'ai le pouvoir de faire passer en force ma réforme en utilisant le 49.3, en la promulguant, que je dois le faire. C'est pas seulement administratif, c'est constitutionnel. Oui, mais on peut dire que c'est constitutionnel plus que démocratique. Mais monsieur Duhamel, honnêtement, regardez, en 1995, le Premier ministre qui a décidé de reculer, c'était pas un Premier ministre de ma famille politique, c'était un Premier ministre de droite. En 2006, à l'époque du contrat sur la première embauche qui avait été passé par 49.3, le président de la République qui a décidé finalement d'abandonner, c'était un président de la République de droite, c'était monsieur Chirac. C'était pas des gens de ma famille politique, c'était des gens qui considéraient que ces réformes, elles étaient utiles, mais qui ont considéré à un moment qu'elles se heurtaient à une telle opposition dans le pays qu'en quelque sorte, on allait abîmer le pays en passant en force et qu'il valait mieux renoncer et puis essayer de refaire passer leurs idées d'une autre manière. Et je pense que là, le pouvoir en place actuellement, il a une très lourde responsabilité. Il doit être en capacité de dire, bon, on lui demande pas de changer d'avis. Il pense qu'il faut reporter l'âge de départ à la retraite. Moi, je ne le pense pas, mais il le pense. Il a le droit de le penser. Mais on voit bien qu'il n'arrive pas à convaincre. Et donc, ça abîme la démocratie de passer en force. Il pourrait tout à fait dire, bon, je me suis rendu compte que c'était pas possible, ça ne passe pas, je recule. Et puis après, il va y avoir des élections. Et au moment de ces élections, j'essaierai d'avoir un mandat clair sur ce sujet. Donc, si on veut pas qu'il se passe des semaines difficiles comme vous le redoutez, je pense que là, le pouvoir politique actuel a une responsabilité directe. Avant de vous donner la parole, Alain, vous le redoutez, vous aussi ? Moi, C'est des violences que ça dégénère dans les semaines qui viennent. Non, mais moi, je considère que si on veut gagner, mon objectif, c'est de gagner. Et gagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le cas présent, obtenir le retrait de cette réforme. Ça reste le mot d'ordre, la revendication que j'appuie et que je soutiens. Je considère que si on veut gagner, j'ai jamais considéré que, si vous voulez, la violence était une manière efficace de l'emporter. Voilà, je ne pense que ça ne fonctionne pas. Je pense que personne n'a intérêt à une bataille rangée, comme vous le dites, entre d'un côté des manifestants, de l'autre des forces de l'ordre qui appliquent des directives qui sont des directives du ministère de l'Intérieur. Je pense qu'on n'a pas intérêt collectivement à aller dans cette situation. Mais qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Si le pouvoir n'écoute pas, si le pouvoir ne recule pas, vous allez leur dire restez à la maison et acceptez ce que vous vivez comme une injustice? Non, je ne le dirai pas. Alors, d'une part, ce qui s'est passé en 95, ça s'est passé quand même après un mois qui avait été un mois impressionnant. Alors, pour le coup, pas seulement de manifestations, bien qu'elles étaient très nombreuses, mais de grèves. Oui, c'est vrai. Ce qui est différent de la situation d'aujourd'hui. Mais ce qui sera peut-être la solution démocratique à la situation actuelle, c'est l'initiative du référendum d'initiative partagée. Parce qu'à ce moment-là, ça donne à la fois un calendrier, une possibilité, et surtout, les gens qui le souhaitent, et je suis sûr qu'ils seront nombreux, vont y être associés tout de suite. Parce que la récolte dans un mois, la récolte des signatures va commencer. Comme c'est Pardon, juste Alain, pour expliquer à nos téléspectateurs, c'est un texte, donc c'est un dispositif qui existe, à l'initiative d'élus là de gauche, je crois Fabien Roussel notamment, le Parti communiste, vous y tous les participez, députés voilà. de la NUPES, de la NUPES, 185 parlementaires. Voilà, et un dixième des électeurs, donc ça fait presque 5 millions. Voilà. Exactement. Bon, et donc il faut presque 5 millions de signatures, mais l'idée, c'est intéressant parce qu'on a entendu aujourd'hui, là on ne parle pas dans l'abstrait, aujourd'hui, à la fois Philippe Martinez pour la CGT et Laurent Berger pour la CFDT, qui l'un et l'autre disaient qu'il fallait s'associer à la récolte des signatures. Vous imaginez à l'échelle de la France que ça peut donner? Ça peut donner des centaines de milliers de militants proposant aux gens de signer quelque chose. Pour le coup, ça serait un exercice démocratique quand même, et peut-être ça donne à 9 mois une perspective qui est que si ça passe, il n'y a plus de réforme. Si ça passe, alors il faut quand même dire les choses précisément. Le référendum d'initiative partagée, si on remplit ces deux conditions, 185 parlementaires, 4,7 millions à peu près de signatures, ça contraint le gouvernement soit à examiner le texte à l'Assemblée nationale et au Sénat, et s'il ne le fait pas, de procéder par référendum. Alors vous avez raison, c'est un outil qui est utile. D'ailleurs, nous y sommes... Et inédit dans ses proportions. Exactement, nous y sommes associés. Donc, j'ai pas de difficulté avec cette initiative. Mais moi, je dis franchement, c'est à une échéance de temps, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 9 mois, qui, à mon avis, pas l'échéance de temps dans laquelle on est aujourd'hui. Oui, mais ça commencerait très vite, en réalité, la franchement, récolte. Alain Duhamel, si le pouvoir veut une sortie démocratique,
Il n'a pas besoin d'attendre le référendum d'initiative partagée. Il peut lui-même décider soit de soumettre à référendum, soit de faire une dissolution de l'Assemblée nationale pour que les électrices et les électeurs tranchent par les urnes. Alors ça, la dissolution, elle pourrait avoir lieu dès demain si une motion de censure était signée. Hein. C'est pas automatique, mais c'est une possibilité. Oui. S'il y a une motion de censure qui l'emporte, c'est même une probabilité. Juste avant de venir à la motion de censure, et pour reprendre la chronologie des faits, ce qui explique que ces gens, on vous montre ces images à Lyon, d'ailleurs, on est en train de danser à Lyon devant le musée des Beaux-Arts, je ne sais pas si on peut vous montrer l'image, voilà. Et l'ensemble de ces mobilisations depuis jeudi, le 49.3 est sans doute un des éléments qui a conduit ces gens, l'utilisation du 49.3. Je propose d'écouter Bruno Le Maire, il est sur France 3 ce midi, il justifie, lui, l'utilisation de cet outil. Je pense que quand on a une réforme aussi indispensable dans la situation financière et économique où est notre pays, on ne la joue pas à pile ou face. On s'assure qu'elle passe. Donc mais vous étiez pour le 49.3. vous me permettrez, moi j'étais pour que nous engagions notre responsabilité, parce que c'est un texte qui est indispensable, c'est un texte qui est majeur pour nos grands équilibres financiers. C'est un texte majeur, indispensable, on ne pouvait pas le jouer à pile ou face. Je vois que ça vous fait sourire, Manuel Bompard. Non, je trouve ça assez grave en fait, parce que indispensable, c'est contradictoire avec l'idée même de démocratie. En démocratie, il n'y a rien d'indispensable. C'est les électrices et les électeurs qui tranchent pour savoir si un texte est nécessaire ou s'il ne l'est pas. Et cette manière de dire finalement, on s'est assis sur le vote des parlementaires à l'Assemblée nationale parce que vous comprenez, il y a des raisons supérieures d'une forme de nécessité, d'un caractère indispensable qui fait que en fait, la démocratie, elle est trop bête pour se prononcer sur le sujet. Le contrepoids, c'est l'engagement de la responsabilité. C'est ce que rappelle Bruno Le Maire. C'est de dire, on s'est engagé. Donc, si le Parlement vote contre nous, bien, on partira. D'accord, très bien. Mais moi, ce que je dis, c'est que Bruno Le Maire dit l'ensemble des étapes démocratiques ont été respectées. Moi, je dis précisément dans ce cadre-là, aucune des étapes d'un processus démocratique normal n'ont été respectées. Je rappelle que le débat à l'Assemblée nationale et au Sénat s'est fait dans le cadre d'un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif. Avec un 50 jours. Le 47.1 qui limite le temps des débats à 50 jours. Que le débat au Sénat s'est fait sous la coupe d'un article qu'on appelle le vote bloqué, qui a permis de limiter le droit d'amendement des parlementaires. Du règlement du Sénat. Non, mais certes, mais je ne conteste pas que l'article 47.1 soit dans la Constitution, que l'article 49.3 le soit, ou que tel article soit dans le règlement du Sénat. Je ne le conteste pas, mais je dis que tout ça accumulé fait qu'à la fin, ce processus démocratique, de mon point de vue, est un processus. Vous êtes d'accord avec ça, Alain, qu'aucune étape démocratique n'a été respectée? Non, moi je ne dirais pas ça comme ça. Je reconnais tout à fait que ce sont toutes les contraintes les plus fortes qui ont été systématiquement utilisées, mais des contraintes tout à fait constitutionnelles, et qui, pour certaines d'entre elles, à commencer d'ailleurs par le 49.3, ont été utilisées très souvent à un moment où ça suscitait beaucoup moins de réactions de ce genre. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai essayé d'expliquer qu'il y avait un risque pendant les semaines qui viennent assez fort de minorités violentes qui auront été excitées et par le 49.3 et par l'éventuel rejet des motions de censure, le non-vote des motions de censure. Ce que je voudrais dire, c'est que inversement, il est aussi possible, et c'est pour ça que je parlais déjà du référendum d'initiative partagée, mais que la conjugaison des problèmes d'argent des gens, donc de la difficulté qu'il y a à se mettre en grève. C'est plus difficile de se mettre en grève maintenant qu'il y a 10 ans. Bon, donc ça, le fait que y ait l'hypothèse du référendum, on le saura vite, si c'est possible ou pas possible, hein, on le saura dans le mois en tout cas. Oui. Et il y a un certain nombre de facteurs qui sont des facteurs d'apaisement. Et donc, il est possible qu'il y ait 3-4 semaines qui soient très dures, et il est possible qu'ensuite, surtout si le référendum est engagé, d'initiative partagée, il est possible qu'ensuite ça se calme. Vous pensez que c'est vraiment possible, Alain, de récolter 4,7 millions de signatures? Bah écoutez, je trouve que depuis quelques années, le nombre de choses impossibles qui se sont réalisées est quand même assez élevé. Oui. Si on m'avait demandé il y a 5 ans de décrire le fonctionnement politique aujourd'hui tel qu'il est, je crois que je me serais complètement trompé. Oui. Donc, on a deux logiques contradictoires. Et alors, derrière ça, il y a évidemment la volonté
du pouvoir politique qui est légitime. Je veux dire, ce pouvoir est légitime. Et il a la volonté de ne pas retirer sa réforme parce qu'il pense qu'elle est indispensable. Bon, on peut discuter. Moi, j'aurais préféré un autre type de réforme. Hein. Moi, j'étais tout à fait pour la réforme à point. Alors, donc, il n'a pas de légitimité. Alors voilà, justement, excusez-moi, c'est ce que j'allais dire, parce que je savais que vous allez réagir comme ça. La question de la légitimité d'Emmanuel Macron est typiquement sur cette réforme. Non, mais je sais que c'est un sujet qui est sensible pour vous. Bah non, mais c'est pas que c'est sensible pour moi, c'est que je pense que toute personne qui regarde les choses de manière honnête sur ce qui s'est passé au moment de l'élection présidentielle, sait que le président de la République n'a pas été élu avec un mandat populaire pour reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ou à 65 ans. Si on est honnête, c'est une réalité que personne ne peut contester. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, une grande partie des électrices et des électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron l'ont pas fait en adhésion à son programme. D'ailleurs, pour une raison très simple, c'est que si ça avait été le cas, vous n'auriez pas aujourd'hui des enquêtes d'opinion qui vous disent que les gens sont contre à 70, à 80% ou à plus de 90% pour les actifs. Donc, moi, je ne remets pas en cause le fait que ce pouvoir ait été élu. Il a été élu. C'est une réalité. D'ailleurs, tout le monde s'en est aperçu, malheureusement. Bon, mais la question est de savoir s'il a une légitimité. Malheureusement, l'alternative n'était pas plaisante. Au premier tour de l'élection présidentielle, il y avait une alternative qui était plaisante pour moi. Oui, mais par exemple, par exemple, Monsieur Bompard, excusez-moi, mais Emmanuel Macron, lui, rappelle souvent qu'au premier tour, il était encore mieux élu, enfin mieux choisi, qu'il a récolté plus de voix que 5 ans auparavant. Donc en fait, si on fait le comparaison et si on regarde au premier tour, il va vous dire, moi, la réforme, elle était dans mon programme et j'ai récolté encore plus de voix. Si c'était le cas, s'il y avait un tel enthousiasme pour cette réforme, pourquoi tout le monde est opposé aujourd'hui? Vous voyez bien que c'est un argument qui ne peut pas tenir la route. Je voulais juste vous dire, monsieur Duhamel, parce que je pense que ça fait un lien avec ce qu'on discutait tout à l'heure. Parmi les éléments qui, à mon avis, génèrent cette forme de colère qui s'exprime parfois par de la violence, il y a aussi ce sentiment quand même d'être en permanence obligé de faire des choix qui sont des choix contraints. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, les gens ont l'impression finalement de ne pas vraiment avoir pu choisir, parce qu'au deuxième tour ils se sont retrouvés à soit c'était Marine Le Pen, soit c'était Emmanuel Macron. Donc il y a des gens qui se sont dit je suis obligé de faire un choix contraint. Vous disiez tout à l'heure, l'Assemblée nationale est plus représentative que jamais. C'est pas faux d'un point de vue de sa composition, mais sauf que les gens se disent au moins il y a des gens qui me représentent, mais ma parole elle est pas davantage entendue parce que l'exécutif a un poids tel qui peut écraser la tête du législatif en permanence quand le législatif est pas d'accord avec l'exécutif. Je pense que tout ça crée aussi beaucoup de frustration et beaucoup de colère. Non, mais il y a sûrement de la frustration. De toute façon, quand on présente une réforme des retraites qui a comme effet d'élever l'âge de la retraite, de toute façon, c'est extraordinairement impopulaire. Bon, c'est une attitude qui n'est d'ailleurs pas seulement française, parce que même dans des pays qui passent pour beaucoup plus raisonnables, comme en Allemagne, il y avait eu là aussi des manifestations très importantes. C'est pas raisonnable de reporter l'âge de départ à la retraite. Oui, mais c'est pas raisonnable. Non, mais alors attendez. Je dis, on ne peut pas élever l'âge de la retraite sans être impopulaire. C'est vrai en France, comme ça a été vrai dans d'autres pays. Bon, reste que il y a. On peut, je sais bien, c'est votre cas, dire on pourrait revenir à la retraite à 60 ans, etc. Il y a des réalités qui ne sont pas agréables, mais qui existent. Et ces réalités, c'est que c'est vrai que à la fois on vit de plus en plus vieux et qu'il y a proportionnellement de moins en moins de gens qui travaillent par rapport aux retraités. À partir du moment où on est dans un pays comme en France, où ce sont ceux qui travaillent qui paient les recettes des retraités, c'est évident que arithmétiquement, c'est ceux qui travaillent qui paient les retraites des retraités. Je vous répondrai, je vous laisse terminer, monsieur. D'accord. Bon. À partir du moment où vous avez ce fonctionnement-là, l'idée selon laquelle on ne pourrait rien faire, qu'on pourrait garder le système tel qu'il est, et que ça permettrait à la fois de ne pas demander plus de cotisations, de ne pas baisser les pensions, arithmétiquement, simplement, ça ne colle pas. Bon, alors attendez, voyons voir, Alain, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que, avant d'aller ensuite, pardonnez-moi, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça alors? D'abord parce que je pense qu'il y a un paramètre qui est jamais pris en compte dans ce débat, qui est celui de la productivité du travail. C'est-à-dire qu'un salarié aujourd'hui... Elle n'augmente plus en France. Attendez, monsieur Duhamel. Vous avez donné un argument qui est on vit plus longtemps, et donc comme on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps parce que c'est notre système qui est comme ça. Moi, je vous dis quelque chose qui est que, et ça c'est les chiffres de l'INSEE qui le disent, qu'un salarié aujourd'hui produit autant de richesse que 3 salariés dans les années 70. Ce qui veut dire, pour les gens qui nous écoutent, qu'une heure de travail aujourd'hui permet de produire autant de richesse que 3 heures de travail dans les années 70. La seule question qui nous est posée, c'est les 2 heures de travail qu'on n'a plus besoin aujourd'hui pour produire la même quantité de richesse. Qui c'est qui en profite?
Moi, je dis, ça doit profiter aux salariés qui travaillent moins longtemps dans la semaine, qui travaillent moins longtemps dans la vie. Et donc, oui, ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans. D'autres disent, les gains de productivité, ils sont captés par les dividendes des actionnaires, par les revenus du capital. Ça, c'est 2 choix de société. Mais ce qui n'est pas juste, c'est de présenter le débat comme si finalement, il n'y avait qu'une seule solution possible et que toutes les autres solutions ne seraient pas possibles. Excusez-moi, ça n'est pas du tout ce que j'ai dit, qu'il n'y avait qu'une seule solution possible. Non, vous non. Mais monsieur le maire, tout à l'heure, oui. Je dis qu'il y a un problème qu'on ne peut pas éviter. Alors, vous utilisez l'argument de l'augmentation de la productivité. Effectivement, la productivité française a longtemps augmenté. Et d'ailleurs, heureusement, pendant longtemps, les salariés en ont profité. Alors on peut débattre évidemment sur est-ce qu'ils en ont profité assez ou trop, etc. Mais c'est un fait que le niveau de vie, si on prend les 40 dernières années, Dieu merci, s'est élevé grâce aux gains de productivité. Mais le problème, c'est que maintenant, en France, il n'y a pratiquement plus de gains de productivité en ce moment. Ni d'espérance de vie, monsieur Duhamel. Et d'espérance de vie, elle stagne. Elle est stabilisée, mais enfin... vous voyez bien. Écoutez... je vous ai pris à votre propre logique. Mais non, parce que ça, pas du tout. Parce que je suis assez attentif à l'espérance de vie à l'âge que j'ai. Non. Si. Dites-moi, vous êtes d'accord qu'elle stagne? Statistiquement. Vous l'avez dit vous-même. Non, mais bien sûr, puisque j'essaye de ne pas mentir. Donc, pour l'instant, il y a un ralentissement de l'allongement de l'espérance de vie. Bon, en 1900, alors 2 choses. En 1945, quand on a organisé la retraite à 60 ans, l'espérance de vie des ouvriers à 65 ans, l'espérance de vie des ouvriers, c'était 65 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'un ouvrier est inférieure à celle d'un cadre, mais en moyenne, il y a à peu près 10 ans de retraite possible, ce qui est quand même un grand progrès social. Bon, l'autre chose, c'est... Pas en bonne santé, monsieur Duhamel. Ça dépend qui, heureusement. L'espérance de vie en bonne santé entre 64 et 66 je vous laisse terminer. Je suis d'accord avec vous sur le fait que l'espérance de vie des cadres supérieurs est supérieure à l'espérance de vie des ouvriers, des paysans et des salariés modestes. Ça, c'est vrai, parce qu'ils ont été mieux soignés, parce qu'ils ont, ils ont eu des travaux qui sont moins physiquement fatigants, etc. Tout ça est vrai. Mais pour bien prouver que on n'est pas en train d'imaginer ou de créer par une sorte de férocité sociale un problème qui n'existe pas, ça n'est pas un hasard si tous les pays qui nous ressemblent le plus ont eu un âge de la retraite plus élevé que nous. Plus élevé que nous, oui, je dis bien. C'est pas un hasard. C'est pas des gouvernements. C'est des choix politiques. Non, mais non, parce qu'il y en a de gauche, il y en a de droite. Hein, oui, mais il y en a aussi. Alors attendez, parce que j'entends arriver l'argument de la Suède, non? Non, j'allais pas vous parler de la Suède. Non, je pensais que vous alliez citer la Suède. Mais je peux vous en citer d'autres. Le départ à la retraite est à 60 ans pour les femmes en Autriche, c'est en Europe. Non, mais je vous donne un exemple. Et vous savez très bien que la structure démographique de la France n'est pas la même, par exemple, que la structure démographique de l'Allemagne. Donc il faut faire attention avec les comparaisons. Si on compare 2 pays, il faut comparer des pays qui sont à structure démographique. Je n'ai pas comparé 2 pays, je nous ai comparé avec nos principaux voisins. Je vous en ai donné un exemple. Que ce soit les Allemands, les Italiens, les Britanniques, les Espagnols, qui sont ce qui nous ressemble le plus quand même. Et je vous ai dit, en Allemagne, la structure démographique est très différente. Et ça vous aura pas échappé, par exemple aussi, qu'en Allemagne, le taux de retraités pauvres est 2 fois plus important que le taux de retraités pauvres en France. Donc je suis pas sûr que ça soit un modèle. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi on Attendez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je sais parfaitement que les retraites en Allemagne sont proportionnellement plus faibles qu'en France, alors que les salaires de ceux qui travaillent sont plus élevés qu'en France. Ça prouve que leur démographie, effectivement, pèse terriblement. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles ils regardent le problème de l'immigration de façon très différente de nous. Je voudrais qu'on avance, que évidemment, sans doute, comme nos téléspectatrices, téléspectateurs, très envie de vous entendre tous les deux sur ce qui va se passer demain. Vous y serez, Monsieur Bompard, vous serez un acteur de ce qui va se jouer demain dans l'Assemblée nationale. 2 motions vont donc être examinées. Je précise, sous le haut patronage d'Alain Duhamel, qu'on ne vote que pour, ne vote pas contre. C'est vrai. 2 motions. Alors, et que la majorité, c'est très important ça, que la majorité est celle du nombre de députés composant l'Assemblée. Autrement dit, que les abstentionnistes, c'est comme si ils votaient pour le gouvernement. Vous avez raison. Et alors, au cœur de tout, il y a un groupe, ils sont 61, ce sont les Républicains. Et je vous propose d'écouter Yann Boucard, il est élu les Républicains, il était l'invité de BFM TV hier, et voici ce qu'il dit de son action demain.
on n'est pas en accord, ça sert à rien de le nier. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a intérêt à ce qu'on puisse passer cette séquence. Il y aura la motion de censure qui sera votée lundi. Moi, je la voterai, d'autres ne la voteront pas. Puis ensuite, il faudra qu'on évite les petites phrases, les petites polémiques pour pouvoir retravailler ensemble à l'avenir. Moi, j'ai pas de comptage précis. Je tiens pas les comptages. Je sais qu'on est déjà un certain nombre à l'avoir officialisé, à avoir dit que nous voterions cette motion de censure. J'imagine qu'il y en a d'autres qui prennent aussi un peu plus le temps de la réflexion pour savoir ce qu'ils feront, ce qu'ils ne feront pas lundi. Est-ce que vous pensez que ça peut passer, Emmanuel Bompard? Monsieur Boucard dit « je vais le faire ». Il dit aussi dans cet entretien « ça passera pas, on sera pas assez nombreux ». Moi, écoutez, j'ai pas de boule de cristal. Je sais faire des calculs comme tout le monde. Vous êtes docteur en mathématiques. Oui, et donc c'est pour ça que, bon, en plus, c'est pas des calculs très compliqués, c'est des additions. Mais je crois que c'est très simple. On connaît qui, pour l'instant, a prévu de voter en faveur de cette motion. Il est évident que pour cette motion puisse passer, il faut qu'il y ait entre 20 et 30 voix issues soit du groupe Les Républicains, soit de un des groupes composant la minorité présidentielle qui décide de voter pour cette motion pour que cette motion puisse être adoptée. Ça me paraît pas contestable. À partir de ce moment-là, chaque élu doit prendre sa responsabilité. Moi, j'ai déjà dit, je le redis, notamment aux députés Les Républicains, je connais nos divergences, je connais nos différences. On n'est pas d'accord sur cette réforme. Certains d'entre vous pensent qu'il faut reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ou même à 65 ans. Voire 67. Voire 67 peut-être. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas accepter qu'une telle réforme soit passée d'une telle manière, que les parlementaires soient foulés aux pieds comme ils l'ont été à l'Assemblée nationale jeudi. Et donc je pense que votre responsabilité, c'est de voter cette motion. Et ça ne vous fait pas changer d'avis sur le fond de ce que vous pensez d'une réforme des retraites nécessaire. Voilà, moi après je peux pas faire beaucoup plus que ça, et je dis comme les citoyens dans ce pays qui, je les invite à interpeller leurs parlementaires et à leur dire vous devez aussi nous rendre des comptes parce que c'est nous qui vous avons élus. Alors ils rendront des comptes à la prochaine élection. C'est vrai. Et les gens probablement auront de la mémoire puisque c'est quelque chose qui les concerne directement. Exactement. Moi j'étais, d'ailleurs je l'ai dit souvent ici, moi j'étais pour le vote normal et prendre le risque d'être battu sur le vote la semaine dernière. Maintenant, on a les motions de censure. Le plus vraisemblable est quand même qu'elles ne passeront pas, mais on ne peut jamais rien exclure. Parce que il y a encore 10 jours, on pensait qu'il pouvait y avoir une majorité pour voter positivement la loi. Donc, il ne faut pas dire que l'histoire est écrite. Elle n'est pas écrite. Et on le verra demain. Si les motions de censure ne passent pas, je pense que le texte sera promulgué très très vite. Ça aura aussi un effet. Alors, ça aura un effet à la fois de colère et en même temps de dissuasion. Je répète, de dissuasion, surtout si l'histoire du référendum d'initiative partagée s'emmanche rapidement et de façon spectaculaire. Je voudrais rester quand même un instant, s'il vous plaît, sur ce qui va se passer demain. Et j'apporte à vos échanges la déclaration de Jordan Bardella. C'est un adversaire politique. Mais est-ce que cette semaine, il n'a pas joué aussi pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas là dans le même camp? Emmanuel Bompard, je précise à nos téléspectateurs et téléspectatrices, il a proposé de ne pas mettre de candidat RN en cas de dissolution face aux élus des Républicains. Parce que là aussi, il faut l'expliquer, c'est une des craintes des Républicains qui ont perdu avec 4,5% à la présidentielle Valérie Pécresse et qui sont que 61, je dis que 61 eu égard à leur histoire. C'est ceux qui ont le plus peur de la dissolution. Écoutez, moi, la tactique politique de l'extrême droite qui essaye de domestiquer les Républicains, bon, ils font ce qu'ils veulent, mais moi ça. Non, mais est-ce que c'est pas un argument qui va peser chez eux très concrètement, monsieur Bompard? Moi, je pense que ce serait pas très respectueux pour les députés Les Républicains de penser qu'ils vont se poser seulement la question de quelle est l'option qui leur garantit une éventuelle future réélection. Je pense que les gens, ils peuvent aussi avoir une certaine conception de la démocratie, une certaine conception de la manière avec laquelle il faut gouverner. Et je le disais tout à l'heure, j'avais donné 2 exemples. La droite, en tout cas une composante de la droite plutôt gaulliste, qui a un certain état d'esprit, qui considère que je me rappelais Michel Debré lui-même qui disait que à la fin du fin, c'est le peuple qui est le souverain et qu'on peut pas non plus passer en force contre le peuple. Non, c'est Michel Debré qui a organisé le parlementarisme rationalisé qu'on voit. Ça ne m'a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé, mais je pense que il y avait un certain état d'esprit. D'accord, monsieur Bompard. Non, excusez-moi tous les deux, pardonnez-moi, mais vous avez sans doute raison de rappeler les idéaux et ce que représente le parlementarisme en France, etc., etc. Après, vous n'allez pas nous faire croire, monsieur Bompard, qu'il n'y a pas de tactique, que personne ne se compte, on est au cœur à 24 heures de ce moment de vote, d'un des moments les plus tactiques de l'histoire de ce quinquennat et du précédent, sans doute. Une motion de censure, comme d'ailleurs un vote positif,
Bien sûr qu'il y a une part de tactique, mais il y a aussi une part de conviction. Et puis il y a aussi. J'ai pas dit qu'il n'en avait pas. Hein, J'ai dit que la mais je veux tactique, il ne faut pas faire comme si elle n'existait pas. Mais comme en réalité, le groupe au sein duquel tout va finalement se décider, ce sont les Républicains. On est d'accord là-dessus. Bon, les Républicains, ça n'est plus un groupe. Et les Républicains, ça n'est plus un parti. Il y a 2 groupes et 2 partis. Il y a la tradition, disons, conservatrice, libérale. C'est quoi, c'est la ligne Ciotti, ça? Oui, enfin, il en représente une formule un peu extrémiste, mais oui, c'est celle-là. C'est celle qui a la présidence de LR et c'est celle qui a la présidence du groupe parlementaire. Et puis, il y a une tradition. Si on est très sympathique, on dit social, gaulliste social. Si on est moins sympathique, on dit gaulliste populiste. C'est la tradition Pasqua. Bon, qui est une autre tradition et qui est la tradition d'Aurélien Pradier. Laquelle des deux va grignoter? Ceux qui grignotent, c'est forcément en ce moment les gaullistes type Pradier, évidemment. C'est eux qui grignotent des voix. Est-ce qu'ils en grignoteront assez? Je crois a priori que non, mais je répète, ça n'est pas écrit. Ça n'est pas écrit. Vous demandez la dissolution? Enfin, vous l'espérez? Bon, en tout cas, elle ne me fait pas peur. Après, moi, c'est pas moi qui peux la décider, mais évidemment, il n'y a que le président de la République. Moi, écoutez, je veux juste vous dire, parce que vous avez raison, moi, j'esquive pas le fait que ça existe, la tactique, la stratégie. Regardez, je vous donne un exemple. Nous, on aurait pu tout à fait décider de déposer notre propre motion de censure. On a fait un choix, qui est d'essayer de faire en sorte que ça soit le groupe Lyot qui porte cette motion de censure, en se disant, si c'est le groupe Lyot qui porte cette motion de censure, elle a peut-être plus de chances de passer, parce qu'il y a des députés, notamment les Républicains, qui voudraient peut-être pas voter une motion de censure à l'initiative de la France Insoumise ou de la NUPES, mais qui pourrait peut-être le faire à l'initiative du groupe Lyot. Donc je ne conteste pas. C'est vraisemblable. Bon, donc je pense qu'on a fait le maximum en ce qui nous concerne pour essayer de faire en sorte que cette motion de censure puisse être votée. Pour le reste, en ce qui concerne la dissolution, il est évident que si cette motion de censure est adoptée, bon, ça, il faut quand même le rappeler, la première conséquence, c'est que le texte de loi sur les retraites n'est pas adopté. C'est quand même d'abord ça, et c'est la priorité. Et ensuite, il n'y a pas d'obligation à dissoudre dans ce cas-là. Mais il est évident que le président de la République, soit doit trouver une autre majorité à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et on ne voit pas trop comment il pourrait le faire, soit va chercher à voir quelle est la majorité qui se dessine dans le pays. Et par ailleurs, c'est lui-même qui a menacé de dissoudre en cas de vote de ça a été très habile et que qu'il ça a a très bien laissé fonctionné. dire. Il fait dire. Alain, dites-moi, j'observe la majorité du projet qui se dessinait donc au début de ce quinquennat-là, avec cette élection ric-rac en termes de parlementaires pour Emmanuel Macron, elle a du mal à exister. Mais j'observe par ailleurs qu'il n'y a pas de majorité, enfin, en tout cas d'opposition de projet non plus. Alternative, non. Ouais. Donc du coup, on fait comment là? C'est pour ça que moi je suis pour le système allemand et en partie d'ailleurs espagnol, qui consiste à dire qu'on ne peut présenter une motion de censure que quand on a une majorité alternative constituée avec un leader, c'est-à-dire un Premier ministre virtuel, désigné de l'avis de tous ceux qui se mettent d'accord. Si on avait ce système-là, il n'y aurait pas de motion de censure demain, hein, ça c'est certain. Oui, mais c'est intéressant. Parce que les groupes qui soutiennent les motions de censure sont en même temps des groupes d'accord contre la réforme, parce que le Rassemblement national est d'accord contre la réforme. Lui, il est encore entre 60 et 62 ans. Vous êtes théoriquement pour 60 ans. Pas théoriquement, c'est comme j'ai beaucoup d'estime pour vos qualités de mathématicien, je pense que vous l'êtes au fond de vous-même peut-être un petit peu moins. Les 27 60 ans. milliards, monsieur Duhamel. Oui. Chiffrage Institut Montaigne, 27 milliards, 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Oui. 27 milliards, je vous les trouve si vous voulez. Si, comme moi, vous avez lu le rapport la note de l'Institut Montaigne, vous avez vu la conclusion aussi. Donc. Tout le monde l'a pas lu, excusez-moi. Donc c'est pas grave, je donnais juste le. Mais du coup, la majorité alternative. En fait, pourquoi je vous pose cette question et je vous la pose à tous les deux, puisque vous êtes un responsable politique important, Monsieur Bompard. Alain, vous nous faites profiter de votre expérience et vous continuez de chroniquer cette vie politique. Il reste 4 ans à Emmanuel Macron. Il y a 4 années encore à gouverner. Il y a une loi travail à venir, il y a une loi immigration. S'il doit à chaque fois... Il y a beaucoup de lois écologie aussi à venir. Oui, mais je prenais les deux, a priori, les plus immédiates. Merci. Est-ce que c'est possible 4 ans dans ces conditions? Non, mais d'abord, c'est important que vous ayez précisé qu'en France, il n'y a pas besoin de dessiner une majorité alternative quand on dépose une motion de censure. Et je vous remercie de l'avoir dit, parce que ça permettra de régler un peu le sort de ceux qui essayent en permanence de dire « vous allez voter la même motion de censure que l'extrême droite, donc c'est bien la preuve que finalement vous êtes d'accord ». Je trouve que c'est bien de rappeler cet argument, parce qu'on peut voter une même motion de censure, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur le programme ou le projet politique. Après, il y a une logique dans les institutions françaises. Je les combats, je conteste cette 5e République, mais il y a une logique, c'est s'il n'y a pas de majorité
majorité à l'Assemblée nationale, on dissout et on cherche à voir s'il existe une majorité alternative dans le pays. C'est pour ça qu'il y a des dissolutions et c'est pour ça qu'ensuite il y a des élections législatives. Donc voilà, moi, si le président de la République se retrouve confronté à un gouvernement qui est censuré et puisqu'il me semble effectivement qu'il n'y a pas de majorité alternative à l'intérieur de l'Assemblée nationale, alors il faut revenir devant les électrices et les électeurs. Clairement, il n'a plus aujourd'hui la légitimité ou le soutien populaire pour pouvoir gouverner pendant 4 ans comme ça. Enfin, moi, je ne le crois pas. Donc, il faut aller dans ce cas-là devant les électrices et les électeurs. Quand il y a un point de blocage, monsieur Duhamel, dans la démocratie, quand on est situé face à un conflit entre deux légitimités, la légitimité issue du gouvernement, de l'exécutif, de l'Assemblée nationale du pays, on demande aux électrices et aux électeurs de trancher. C'est ça la démocratie. Alors moi, je ne dirais pas qu'il n'a plus de légitimité, je dirais qu'il n'a plus de popularité, ce qui est déjà quelque chose d'assez inhabituel dans les proportions actuelles. Elle est au plus bas depuis 2018. Oui. Et puis, peu de présidents de la Ve République ont eu ce niveau d'impopularité. Donc, que ça soit, même si, comme je le crois, demain, la motion de censure n'est pas votée, que ça soit une période très difficile pour le gouvernement et a fortiori pour le président qui s'ouvre, ça me paraît évident. Que chacune des lois qui sera proposée maintenant fera l'objet effectivement d'une contestation qui risque, la contestation, d'être non pas homogène, mais majoritaire. Et donc l'hypothèse d'une dissolution, j'y ai toujours cru, l'hypothèse de la dissolution. L'hypothèse d'une dissolution se rapproche et au fond, la question de savoir demain si la motion de censure passe ou ne passe pas, c'est une question de calendrier plus que de fond. Si elle passe demain, il y aura sans doute une dissolution très rapidement. Si elle ne passe pas demain, il y aura d'autres motions de censure systématiques contre les propositions, les projets de loi qui seront présentés, et il y aura, disons, une probabilité de dissolution, effectivement, qui existera. La dernière fois, c'était Jacques Chirac. Oui, et ça lui a pas réussi. Il faut reconnaître ce qui est. En revanche, au général de Gaulle, ça lui avait tout à fait réussi, mais dans des conditions complètement différentes. Ça veut dire qu'on entre vraiment dans une période assez imprévisible et dont l'issue politique n'est pas écrite, étant entendu que la logique, ce serait que s'il y a une dissolution, les bénéficiaires soient plutôt du côté du Rassemblement national, même si ça ne serait pas forcément au détriment de ce que représentent aujourd'hui les Insoumis. Ça vous inquiète, ça, ou pas, monsieur Bompard? Non, mais d'abord, j'entends beaucoup de gens dire ça, mais je ne sais pas sur la base de quel élément précis. Si, vous le savez bien. Non, écoutez, monsieur Duhamel, les sondages que je prends toujours avec beaucoup de pincettes, il y en a un seul qui a été publié sur des scénarios en cas de nouvelles élections. Mais là, ça n'est même pas un sondage, c'est une hypothèse. Et voilà, c'est pour ça que je le prends avec beaucoup. C'est ce qu'on appelle une projection. Une projection, je le prends avec beaucoup de prudence. Moi aussi. Et dans cette projection-là, le groupe politique qui progressait le plus, c'était le groupe politique de la NUPES de manière générale, les différents groupes politiques de la NUPES. Donc je ne sais pas sur la base de quoi on peut dire ça. D'autant plus qu'il faut quand même dire que dans cette bataille des retraites, le Rassemblement national a été extrêmement absent, très peu présent. À l'Assemblée nationale, ils n'ont rien fait. Mais extrêmement habile aussi. Je ne le crois pas. Il a fait comprendre qu'il était contre, mais je ne le crois tout en pas, laissant à d'autres le combat à mener. Oui, justement, je ne crois pas que ça soit habile, mais ça, après, c'est un débat entre nous. Moi, je pense qu'à la fin, les gens qui sont opposés à cette réforme, ils ont compris de quel côté se trouvaient leurs alliés et leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et pour avoir fait un certain nombre de manifestations, je crois qu'ils nous l'ont fait savoir. Mais ce que je crois, c'est que plus le temps passe, plus la probabilité d'une dissolution augmente. Mais quand on regarde les effets de la dissolution, je pense qu'on arriverait a priori, alors là je ne suis pas en train de faire mon choix entre les différents groupes ou mon marché entre les différents groupes, mais je pense que ceux qui perdraient le plus par nature, ce sont ceux qui aujourd'hui constituent la minorité présidentielle. Autrement dit que la situation actuelle s'aggraverait parce qu'on aurait des oppositions antagonistes qui progresseraient les unes comme les autres et ça deviendrait encore plus ingouvernable. Autrement dit, il y a une probabilité de dissolution qui augmente et une probabilité de majorité encore plus relative qui se dessine. Est-ce que c'est pas de l'eau au moulin de LFI qui veut une 6e République et la fin de la 5e? Parce que la réforme des institutions avec les législatives collées à la présidentielle et le quinquennat, c'était justement pour éviter ce type de situation. Je pense que Manuel Bompard va vous dire oui et je suis certain que moi je vais vous dire non.
Ouais, vous dites oui et du coup, vous dites non, Alain. Mais vous savez quoi? Du coup, depuis toujours, Ouais. parce que les systèmes parlementaires, aujourd'hui, où les choses sont tellement compliquées avec à la fois ce qui se dessine sur l'environnement, avec les conditions épouvantables de compétition avec les États-Unis, etc. C'est tellement difficile que je ne crois pas du tout que ce soit un régime parlementaire qui est la bonne réponse. En tout cas, ils ont rarement été efficaces en France. Ouais, c'est un peu paradoxal parce que tout à l'heure, vous disiez que vous trouviez, de ce que j'ai compris, plutôt positif le fait qu'il y ait une donne un peu nouvelle à l'Assemblée nationale où les gens se sentent davantage représentés. Oui, ça oui. Eh ben oui, mais ça c'est bien le résultat. Si on l'accueille positivement, c'est qu'on a l'impression que ça a une signification politique. Il y a une réponse très simple à vous faire. Oui. C'est qu'au lieu de passer d'un système néo-présidentiel à un système parlementaire, on introduit une dose importante de représentation proportionnelle. Bon, on terminera sur un élément sur lequel on est d'accord. Moi, je suis pour un système parlementaire, mais aussi pour faire en sorte qu'on introduise plus qu'une dose de proportionnel. Le système de 1986, par exemple, la proportionnelle par département n'est pas un mauvais système. Ce n'est pas le plus bête. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM TV.